Bonjour, nous allons aujourd'hui poursuivre notre étude d'Hernani. Nous sommes en train de travailler sur la création d'Hernani dans la partie 2 et vous avez certainement déjà entendu la première partie du travail sur les conditions de la première représentation théâtrale. Nous avons déjà abordé les liens entre Hugo et ses interprètes et le décor dans un petit A et un petit B. Nous allons maintenant passer aux costumes, ce sera notre petit C, aux accessoires et au son en général, la musique, les silences, dans la pièce Hernani. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les costumes utilisés dans Hernani en fait reposent sur un système d'opposition symbolique. D'abord, les costumes s'opposent au niveau des matières. Par exemple, les costumes des nobles d'antan, qui représentent le passé, les accessoires aussi sont en fer, en acier. Les courtisans, eux, sont plutôt costumés avec du velours. C'est ce qu'on voit à l'acte 1, scène 3, au vers 226. Quant aux montagnards, ils sont vêtus d'une cuirasse de cuir. Il y a aussi un code couleur particulier pour les personnages. Par exemple, les courtisans ont des costumes colorés qui s'opposent au noir que porte par exemple Don Ruy Gomez. Anne Ubersfeld, pour désigner les courtisans de l'acte 5, écrit, je cite, des sortes de papillons au milieu desquels se détache le héros vêtu de sombre. Effectivement, la couleur noire est aussi très présente. Elle représente la modestie des mœurs du passé, des mœurs d'antan. C'est une couleur qui est utilisée pour le costume de Don Ruy Gomez, pour le costume de la Duègne, pour le costume d'Hernani au dernier acte, au moment où il retrouve sa place parmi les grands d'Espagne. Mais il y a aussi la couleur blanche. Elle est essentiellement réservée au costume de Donia Sol depuis le départ de la pièce. C'est la couleur de l'innocence, de la pureté, de la virginité défendue jusqu'au bout, mais c'est aussi la couleur de la robe de mariée, c'est pour ça qu'on la retrouve. Donc les costumes et les couleurs en particulier sont évidemment très symboliques, très importants pour Victor Hugo. Mais les accessoires le sont aussi. Il faut savoir qu'Hugo emprunte au drame ses principaux accessoires. Ils ne sont pas choisis au hasard. Alors vous savez certainement que d'habitude au théâtre, les accessoires ont trois fonctions principales. Une fonction utilitaire, une fonction historique, mais aussi une fonction dépaysante et symbolique. Dans Hernani, c'est la troisième fonction qui est la plus utilisée, c'est-à-dire la fonction dépaysante et symbolique. Alors beaucoup d'objets symbolisent le pouvoir. Le premier objet qu'on peut évoquer, c'est la clé de fer de l'acte 4, utilisée par Don Carlos pour frapper sur la porte de bronze du tombeau et faire surgir ses troupes. Alors elle joue un rôle dramatique, symbolique, c'est le symbole en fait du pouvoir et de la répression. Le corps, qui est le deuxième accessoire important, le deuxième objet, il est aussi l'emblème du pouvoir et il change de main. Il passe des mains d'Hernani à celles de Don Ruy Gomez. Le troisième objet, le blason, comme le quatrième, le flambeau, l'épée, le cinquième, et l'échafaud sont aussi des accessoires utilisés dans le drame et importants dans Hernani. Tous ces objets sont en général visibles, mais ils sont entendus aussi par le son qu'ils émettent ou dans le discours des personnages. Il y a une phrase d'Anne Ubersfeld qui est très intéressante à ce sujet. Elle écrit, je cite, le conflit du héros s'établit moins avec un système de valeurs intérieures ou avec d'autres hommes porteurs d'autres passions qu'avec l'ensemble des grandes forces sociales présentes sur le théâtre sous leur forme d'objets signifiants. Anne Ubersfeld, dans cette phrase, montre bien combien les objets ont du sens sur scène et combien ils représentent les grandes forces sociales. Passons maintenant à la musique, au son et au silence. Alors la musique et les sons jouent un rôle capital dès 1830. Alors concernant la musique, il faut savoir que Hugo, quand il représente Hernani, il a recours aux musiciens de la Comédie Française. La musique qui est jouée est empruntée au mélodrame, mais elle est utilisée de manière différente et dans un but différent. En fait, Hugo choisit une musique synchrone que les personnages entendent car elle est jouée dans le cadre de l'action. C'est par exemple la puissance de Charles Quint, qui éclate en fanfare à l'acte 4.
Alors habituellement, la quinzaine de musiciens qui jouent la musique jouent pendant les entr'actes. Hugo, lui, les fait intervenir pendant les scènes. Alors évidemment, ce ne sera pas apprécié par les comédiens qui considèrent que c'est une pratique de théâtre populaire et méprisable. Donc vous voyez qu'il emprunte la musique au mélodrame, mais l'utilise de manière différente et dans un but différent. Quant au son, ils font exister le hors-scène. Ils permettent, par exemple, d'imaginer le bruit des cloches au loin, je cite dans l'acte 2, scène 4, ou bien dans l'acte 3, scène 5, le bruit des trompettes au dehors, ou bien dans l'acte 3, scène 3, un coup de canon éloigné, ou bien dans l'acte 5, scène 1, les fanfares éloignés. En fait, ces sons qui existent produisent un effet dramatique. Ces sons jouent un rôle dans l'intrigue. Ils en soulignent les moments importants, les coups de théâtre, ou bien créent un effet d'attente menaçant en fait. Par exemple, on a dans l'acte 1 les coups frappés à la porte par Don Carlos, puis Don Ruy Gomez, les bruits de pas d'Hernani dans l'escalier. Dans l'acte 2, le tocsin qui annonce l'irruption des troupes royales dans Saragosse. Dans l'acte 4, les trompettes qui annoncent le roi. Dans l'acte 3, pardon. Dans l'acte 4, le bruit du canon puis de la fanfare. Et enfin, dans l'acte 5, les coups frappés de sa clé de fer par le roi sur le tombeau, mais aussi le corps. Donc les sons sont relayés aussi par les paroles des personnages. Par exemple, il y a un personnage qui s'écrie « Ciel, on frappe à la porte » ou bien, un peu plus loin, « Le tocsin, entends-tu le tocsin » ou bien « Qu'est-ce ce bruit ?» Donc en fait, les personnages relayent les sons. Mais de manière un peu plus étonnante, les silences sont aussi très importants dans la pièce. Ils ont une utilisation très maîtrisée. Hugo prend même soin de préciser de quelle façon doivent se faire les silences, qui sont à chaque fois d'une nature particulière. Je cite « Tous les flambeaux s'éteignent à la fois, profond silence ». Ou bien, autre phrase, « La nuit et le silence reviennent peu à peu ». Donc Hugo précise que le silence doit être profond ou bien que le silence doit revenir peu à peu. Donc les silences sont aussi très importants dans la pièce. Voilà, nous avons fait le tour des conditions de la première représentation théâtrale d'Hernani en passant par les différents éléments de la mise en scène. Nous aborderons ensuite dans l'enregistrement qui suivra donc la partie 3, c'est-à-dire Hernani et les règles du théâtre classique entre compromis et innovation. Donc je vous donne rendez-vous donc dans l'enregistrement pour l'enregistrement suivant. À très bientôt.